Élu dans Jean Talon en 85, Gilles Rémillard est l'homme de confiance de Robert Bourassa. Il a été l'architecte de la position du Québec dans les négociations constitutionnelles de Meach et Charlottetown. Fédéraliste de conviction, il entretient de grandes ambitions pour le Québec qu'il veut doter d'un rayonnement international. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Rémillard. Bonjour. M. Rémillard, dans votre enfance, les souvenirs que vous en avez, est-ce qu'il y a des moments où il y avait un intérêt pour la politique? J'ai passé les 9 premières années de ma vie à Hull, sur à la rue Saint-Étienne. À l'ombre du Parlement d'Ottawa. À l'ombre du Parlement. En fait, maman aimait bien dire que de sa cuisine, elle pouvait avoir l'heure de la tour du Parlement. Et puis, mon père m'amenait très souvent du côté d'Ottawa, parce qu'on pouvait marcher sur le pont interprovincial. Et on allait à Ottawa, on allait voir les musées. Et puis, il y avait la cérémonie. Ce qui m'impressionnait le plus, c'était cette cérémonie du 11 novembre, journée du souvenir, où on rendait hommage donc à nos soldats décédés aux grandes guerres. On allait au Parlement aussi, on allait au Parlement. Mon père, sans être impliqué, comme mon grand-père Albert Rémillard, était très sensible, je dirais, à la politique. Et ensuite, ça a été l'achat par mes parents de cette auberge à Baie-Saint-Paul. Alors, on a déménagé à Baie-Saint-Paul, où on a passé un bon bout de temps de ma vie avant de revenir faire mes études à l'Université d'Ottawa. Durant vos études, M. Rémillard, là, vous avez participé à toutes sortes d'activités dans les associations étudiantes, j'imagine. Est-ce que ça vous préparait à la politique? Ça me préparait à un rôle social, un rôle politique, comme tous les citoyens doivent avoir. Mais non, ça ne me préparait pas, je crois, d'une façon plus particulière à la politique. La politique n'était pas vraiment, pour moi, un objectif. Mais c'est vrai que j'ai été impliqué dans l'organisation étudiante à l'époque. J'ai présidé ma faculté de philosophie à Ottawa, à l'Université d'Ottawa. Vous avez fait un peu de journalisme aussi au début de carrière et ça vous a valu les critiques de Réal Cahouette, le chef créditiste. Et vous avez même, ça vous a même coûté votre emploi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais tout jeune. J'animais une émission qui portait sur la politique dans la région de l'Outaouais. Et il y avait une élection complémentaire où j'ai fait une émission où je devais apporter mon commentaire ensuite à la suite d'entrevues que je devais faire. Et mon commentaire a été jugé comme vraiment biaisé. Et M. Cahouette, de fait, n'a pas apprécié. Et il a fait un discours à la Chambre des communes. C'est toujours dans les journaux des débats. Oui, dans les journaux des débats. Où il disait que j'étais un jeune journaliste sans expérience et que j'avais conclu des choses qui vraiment ne s'imposaient pas à ce moment-là. On était en période électorale, etc., etc. Bref, je ne sais pas si ça a coûté mon emploi, mais je peux vous dire que, de toute façon, mon contrat n'a pas été renouvelé parce que moi, à ce moment-là, je devais venir ici, à Québec, pour faire mon stage comme avocat. Et j'ai fait mon stage pendant 1 an ici à Québec parce que Marie et moi, mon épouse, on voulait se rapprocher de Baie-Saint-Paul, où vivait ma famille, région qu'on adore. Et c'est comme ça que donc j'ai terminé ma carrière journalistique, que j'ai beaucoup appréciée. À cette époque-là, c'était la Révolution tranquille, qui est de M. Lesage, et aussi un certain mouvement nationaliste. Est-ce que vous étiez fédéraliste pur et dur, fédéraliste nationaliste ou même indépendantiste? Moi, je vous dirais, j'ai toujours été fédéraliste, mais un fédéraliste nationaliste.
Comme vous le dites si bien, c'est les années 60, c'est la Révolution tranquille, c'est une fierté qui prend place de plus en plus au Québec, qui s'exprime avec des leaders tout à fait exceptionnels qui sont là pour mettre en mouvement toute cette énergie québécoise qui était restée coincée pendant des décennies, et là, tout à coup, qui prend son mouvement. Alors, devant ce phénomène-là, c'est évident que, pour moi, le nationalisme québécois était très présent. Je suis un nationaliste québécois, c'est-à-dire une référence pour moi première est le Québec. Et cette référence, pour moi, se veut aussi canadienne. J'ai toujours cru, je pense toujours, que la place du Québec est à l'intérieur du Canada. Le Canada qui a évolué, lui aussi, considérablement, avec un Trudeau qui arrive et qui va avoir ensuite l'histoire qu'on connaît. Et tout ça se faisait donc en parallèle. Et puis, dans les autres provinces aussi, il faut croire qu'il y a aussi beaucoup de mouvements. Alors, pour nous, au niveau québécois, c'était un phénomène qui nous touchait beaucoup, jeunes étudiants, impliqués dans ce mouvement social-politique sans être dans un parti politique. Je n'ai jamais été dans un parti politique, sauf lorsque j'ai décidé d'être en politique. Et ça nous a permis de voir évoluer comme ça le Québec, je dirais maintenant, de belle façon, de très, très, très belle façon. Et pour moi, je vois aussi évoluer un Canada. Et le défi, c'était de faire en sorte que ces deux évolutions puissent nous amener à vivre ensemble d'une façon encore plus significative, je dirais, pour les objectifs et québécois et les objectifs canadiens. Durant vous avez été pendant plusieurs années professeur de droit à l'Université Laval, et durant ces années-là, vous avez agi aussi comme avocat conseil au ministère des Communications du Québec. Oui. Quel dossier particulier vous avez travaillé? J'ai travaillé au ministère des Communications. C'était Louis O'Neill, à ce moment-là, qui était ministre des Communications. Ensuite, d'autres ont suivi. Jean-Paul Lallier, un petit peu avant, était avant Louis O'Neill. Et j'avais des dossiers qui avaient une référence constitutionnelle. Comme j'étais professeur de droit constitutionnel et j'avais fait des études donc en droit constitutionnel, beaucoup de sujets qui sont reliés aux communications soulèvent des situations sur le plan du droit constitutionnel particulièrement sensibles. À ce moment-là, dans les années 70 en particulier, c'était tout le sujet de la câblo-distribution. Ah oui. On débutait le phénomène de la câblo-distribution, c'est-à-dire la transmission du message par ce câble coaxial qu'on disait qu'il était pour révolutionner les communications. Alors tout ça, pour le Québec, c'était très important. Comment pouvoir assurer une juridiction, une compétence sur un moyen de communication? Parce que les communications, c'est un élément fondamental pour la société québécoise. Alors j'ai été appelé donc et à faire des avis juridiques et à m'impliquer aussi sur l'aspect production, sur l'aspect aussi rôle de l'État dans le domaine des communications. Alors on a fait un rapport sur le cinéma. On a fait aussi un rapport sur la câblo-distribution. La téléphonie à ce moment-là, dans les années 70, vous aviez un nombre considérable de petites entreprises de téléphone dans les différentes villes qui étaient là. Alors la téléphonie était aussi de compétence provinciale avec le câble qui était provincial, etc. Jusqu'à temps que la Cour suprême vienne décider que, étant donné les implications internationaux de ces moyens de communication, qu'on n'avait plus maintenant le téléphone local, on ne pouvait plus le distinguer du téléphone avec l'étranger, peu importe où on appelle dans le monde. Même chose pour le signal que vous recevez à la télévision. Alors, c'est devenu de compétence fédérale. Donc, c'est pour ça que je me suis impliqué dans le domaine des communications. Et il faut dire aussi que quand je suis revenu de mes études de doctorat à l'étranger, en France, en Angleterre, je me suis retrouvé dans une situation où mon épouse, Marie Dupont,
qui venait de faire ses études en film, concernant le film à Londres, elle s'est retrouvée adjointe de Gilles Carle. Le cinéaste. Le cinéaste. Et puis, sachant que j'étais pour moi, juriste, avocat, on a commencé à me demander des conseils, des avis, etc., etc. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à travailler avec Carl Lamy, la compagnie de production Carl Lamy, sur des films avec Gilles Carle, Carole Laure et avec Denis Arcand. C'était une expérience pour moi qui me sortait du droit constitutionnel. Est-ce que c'est allé jusqu'à être comédien? J'ai fait un petit rôle des fois. J'ai été le mari de Louise Marleau dans un film qui s'appelait La femme de l'hôtel. On a fait justement, on a fait ce film-là pas loin d'ici, dans le vieux Québec. Bon, un tout petit rôle. C'était amusant. C'était amusant. Jouer avec Louise Marleau, c'est quand même pas vilain, hein? Absolument. C'est une belle expérience. Belle expérience. Alors voilà. Vous avez écrit beaucoup aussi comme professeur et comme spécialiste en droit constitutionnel. Entre autres, en 80, avant le référendum de 80, un livre qui a fait époque, Le fédéralisme canadien. Quel aspect vous avez analysé? Oui, le fédéralisme canadien que j'ai publié avant le référendum de 80, c'est en partie ma thèse de doctorat. Avec l'actualité canadienne québécoise comme elle se déroulait à ce moment-là, c'est-à-dire que pendant ces années de 76, entre autres, à 80, est arrivée du Parti québécois qui amène une autre dimension. Il y a cette préparation vers un référendum et tout l'aspect constitutionnel qui en ressort. Et ça m'a amené donc à écrire Le fédéralisme canadien, où j'essayais tout simplement de mettre en place les éléments qui avaient amené la formation de la Fédération canadienne. Pourquoi on avait fondé la Fédération canadienne? Et pourquoi le Québec était-il maintenant à se questionner sur son appartenance à cette fédération? Quand on a créé le fédéralisme canadien en 1867, les pères de la Fédération voulaient que les 4 provinces, 4 colonies anglaises, puissent être ensemble et partager un bien commun avec un gouvernement central. Et parce que comme c'était 4 colonies anglaises, il fallait donc une loi du Parlement de Westminster pour former la Fédération. Alors, ils ont fait cette loi qui a été une loi qui a été votée par le Parlement de Westminster. Juste avant, on a fait une loi sur les chiens écrasés dans la ville de Londres. Et puis ensuite, on a passé la loi qui a créé la Fédération canadienne. Alors, ça ne soulevait pas les passions, là. Pas du tout. C'était surtout les Canadiens qui voulaient absolument avoir cette fédération pour travailler ensemble. Alors, dans ce premier livre, j'ai tenté d'apporter cette histoire, d'abord, du fédéralisme canadien, aussi cette réalité qu'on vivait dans les années 70 à la veille de ce premier référendum de 80, et comment on pouvait combiner cette façon de voir du côté anglais, du côté francophone, et comment ensemble on pouvait faire de ce pays un pays qui pourrait prendre l'élan non seulement national, mais international aussi. Il y a eu le référendum au Québec en 80. En 82, il y a eu le rapatriement de la Constitution canadienne par M. Trudeau sans l'assentiment du Québec. Par après, vous avez écrit justement un autre volume sur le rapatriement. Qu'est-ce que vous analysez particulièrement? Dans mon deuxième volume, je faisais le point sur ce qui s'était passé depuis le référendum et toutes ces négociations qui avaient abouti à ce que nous avons appelé le rapatriement de la Constitution, c'est-à-dire la fin de ce dernier lien avec l'Angleterre, avec Londres. Mais à partir de là, on coupe le dernier lien avec Londres et
on veut amener une autre dimension à la Fédération canadienne avec, entre autres, une charte des droits et des libertés. Une charte des droits et des libertés qui signifie que maintenant, dans la Constitution, donc dans la loi première, dans l'acte social premier d'une société, d'une nation, vous avez des droits, vous avez des libertés qui vous sont garanties. Ce qui signifie que l'État, les gouvernements ne peuvent pas venir toucher à ces droits de façon à ce qu'ils ne puissent pas vous être garantis. Et ensuite, d'autres éléments étaient aussi incorporés à ce rapatriement, comme une formule d'amendement constitutionnel. Alors, dans ce deuxième livre, j'étudiais cette relation entre le gouvernement anglais, le gouvernement canadien et la situation québécoise, qui, par son gouvernement, le gouvernement de M. Lévesque à l'époque, avait refusé donc d'accepter ce rapatriement. Et ce rapatriement qui ajoutait une formule d'amendement, comme je viens de le mentionner, Charte des droits, formule d'amendement, aussi des droits à l'éducation, aussi le droit des Autochtones. Alors, des éléments fondamentaux pour la Constitution et pour les Québécois. Alors, dans ce deuxième livre, je terminais donc en faisant des propositions qui m'apparaissaient comme importantes pour que l'on puisse, comme Québécois, adhérer à cette Constitution de 1982, donc au rapatriement de la Constitution, qui fondamentalement était une très bonne chose. Et la Charte des droits est une charte qui nous a apporté à tous les Canadiens et tous les Québécois un avantage considérable. Cependant, si on voulait la compléter, il fallait que le Québec puisse y adhérer et j'énumérais quelques conditions. Que vous allez reprendre quelques années plus tard dans les négociations constitutionnelles? Tout d'abord, je me suis retrouvé, il faut le dire, comme conseiller constitutionnel dans le gouvernement de M. Mulroney. M. Mulroney m'a demandé d'être conseiller en matière constitutionnelle. Alors, c'est ce que j'ai fait pendant un bout de temps. Et puis, je me suis retrouvé en politique comme ministre ici responsable de ce dossier dans le gouvernement de M. Bourassa. Avant d'entrer en politique, vous avez aussi mis sur pied les conférences internationales de droit constitutionnel. Et là, vous avez attiré plusieurs personnalités internationales. De quoi discutiez-vous? J'avais créé, oui, à l'Université Laval, où j'étais professeur à la faculté de droit, professeur de droit constitutionnel, droit international. Et j'avais créé cette rencontre de droit constitutionnel parce que je voulais qu'on puisse, au-delà de tout ce qui était écrit, parce que je n'étais pas seul à écrire sur la Constitution. Alors de là, l'idée de créer ces rencontres qui ont eu lieu ici à Québec, dans une ville magnifique. Québec est une ville historique, c'est une ville d'histoire. On sait que la FAO a été créée ici à Québec, que des grandes rencontres historiques pendant la guerre avec les Alliés ont eu lieu ici, avec Mackenzie King, Eisenhower, Churchill. C'est une ville qui a une histoire exceptionnelle, Québec. Alors, on s'est dit, essayons de développer à Québec ces conférences et essayons d'emmener ici des gens où, dans un autre contexte qu'un contexte strictement politique, on pourra discuter. J'en ai parlé à M. Trudeau à l'époque et il me dit « Oui, c'est une bonne idée, je vais y aller ». J'en ai parlé à Javier Pérez de Cuéllar, qui était à ce moment-là secrétaire général des Nations unies. Oui, je soutiens. En fait, bref, même Mère Teresa est venue. Alors, à partir de là, année après année, avec des gens qui ont été remarquables, qui m'ont permis de monter ces conférences, je me suis retrouvé à la veille d'entrer en politique, donc avec une conférence qui attirait beaucoup de gens et qui nous avait permis, entre autres, d'accueillir Javier Pérez de Cuéllar et à un grand dîner ici. Je me souviens de ce dîner en l'honneur de Javier Pérez de Cuéllar et Brian Mulroney comme premier ministre et René Lévesque qui était là aussi. Alors, c'était ça notre but,
Vous aviez l'international, le Canada, le Québec. Est-ce que vous aviez un but de faire de Québec un pôle international à ce moment-là? Définitivement. Moi, je voyais Québec comme une ville internationale. Je voyais Québec comme une ville pouvant accueillir les organisations internationales. Comme ministre, j'ai pu accueillir ici l'UNESCO, qui a eu ses bureaux pour l'Amérique du Nord, ici à Québec, pendant très longtemps. L'Institut de l'énergie, l'Institut de la francophonie pour l'énergie, qui fait un travail remarquable, qui est ici à Québec aussi. Et ça, c'est le résultat du 2e sommet de la francophonie que nous avons organisé ici à Québec. Par quelle influence êtes-vous arrivé à faire de la politique, à plonger en politique active? Je vais vous raconter comment ça s'est passé. J'étais donc conseiller constitutionnel de M. Mulroney. Et j'arrivais d'Ottawa un vendredi à la maison et mon épouse Marie me dit Gilles, Léon Dion a appelé, il veut te voir demain matin chez lui. Le politologue. Politologue, grand politologue, grand Québécois, grand Canadien. Léon Dion a été pour moi un mentor. Léon Dion a été un ami. Léon Dion a été pour moi une référence première. Alors, le lendemain matin, je me rends chez Léon, Denise, sa femme, une femme que j'aimais beaucoup, qui est superbe, qui était là, qui me dit « Ah, Gilles, bonjour, Léon t'attend. » Alors, Léon, bonjour Gilles, viens, on va aller marcher à l'extérieur. Alors, il me dit tu as écrit tes livres, j'ai fait les préfaces, tu as apporté ta contribution. Maintenant, fais pas ce que moi, je n'ai pas fait. Il faut que tu t'impliques en politique. Qu'est-ce que tu veux dire, Léon? Tu dis, oui, il faut que tu t'impliques en politique. C'est le temps que tu fasses de la politique. On est en l'automne 85. On a un gouvernement péquiste où le premier ministre est Pierre McJohnson, qui a succédé à M. Lévesque. Le chef de l'opposition est Robert Bourassa. On sait qu'il va y avoir des élections incessamment. Alors, il me dit, Gérard D. Lévesque est en face, là, il t'attend. Parce qu'ils vivaient face à face, ces deux-là, Gérard D. et Léon Dion. Des fois, ils se parlaient beaucoup, des fois un petit peu moins, mais en tout cas, ils étaient voisins. Ils étaient voisins. Alors, je sors, il m'emmène directement à la porte. Va, il t'attend. Gérard D. était sur le perron, en robe de chambre, prenant le frais, un beau soleil d'automne. Ah, M. Rémillard, moi, je le connaissais un petit peu, parce que sa fille, Suzanne Lévesque, avait été mon adjointe de recherche, avait contribué à mon équipe de recherche pour la rédaction des livres sur le fédéralisme. Elle deviendra ensuite, quand je serai en politique, mon attaché de presse et ensuite chef de cabinet. Alors, je connaissais un petit peu son père comme ça, mais on se voyait dans un colloque à l'occasion. Alors, il m'accueille très chaleureusement. Il me dit, venez, je vais vous parler. Il me dit, Léon vous a parlé? Puis, Léon m'a parlé, il m'a dit qu'il faudrait que je vous voie. Bon. Elle dit, bon, voilà, oui, je vais vous voir, mais il y en a un autre qui veut vous voir. Et il dit, M. Bourassa veut vous rencontrer. On aimerait que vous puissiez vous présenter ici, dans le comté de Jean Talon. Parce que Jean-Claude Rivet, que je connaissais aussi un petit peu, qui était le député, donc, de Jean Talon, et s'il demeurait Jean Talon, il serait devenu ministre par la suite des choses, mais Jean-Claude Rivet préférait être conseiller de M. Bourassa, son grand ami. Et il avait donc décidé de ne plus se présenter dans le comté de Jean Talon. J'ai dit, écoutez, je ne sais pas tout à fait, je dis à Gérald D. Lévesque, bon, présenter en politique, il faudrait que j'en parlerai avec mon épouse, premièrement, et puis c'est pas comme c'est prévu présentement dans mon évolution de carrière, en tout cas. Vous savez que je suis conseiller avec M. Mulroney, bon, etc.
m'a dit, il faut rencontrer M. Bourassa. Alors finalement, 2 ou 3 jours plus tard, à Montréal, à sa résidence, je rencontre M. Bourassa qui m'accueille. On va dans son bureau de travail et sur sa table de travail, il y a mon livre. Imaginez-vous le petit plaisir que ça me fait. Hein? Il y avait le tour de faire ces petits plaisirs-là. Là. Alors, il me dit, bon, voilà, on vous a parlé, on va vous avoir. Et il me dit, venez appliquer ce que vous avez écrit là. Jean-Claude Rivet me dira après, tu sais, Robert n'a jamais eu ton livre. Mais, alors, ça, bon, je suis évidemment touché par cette confiance que me fait le premier ministre, bien, pas le premier ministre à ce moment-là, mais le chef de l'opposition. Et on se laisse là-dessus. Parce que je dois me rendre aux Nations unies avec Brian Mulroney, qui, comme premier ministre, fait son premier discours aux Nations unies. Alors, on est là à New York, premier ministre Mulroney, qui était un premier ministre marquant pour le Canada et le Québec, fait son discours, premier discours devant les Nations unies. Et on sait à quel point c'était important pour le premier ministre Mulroney. Termine son discours, rencontre les journalistes en point de presse, puis ensuite il dirige vers moi. Il me dit, Gilles, Robert m'a appelé, et puis je comprends très bien la situation. Il dit, maintenant, tu vas avoir d'autres responsabilités. Voilà, il dit, il faut que tu t'engages. Terminé. Il me donne la main, il s'en va. Et le lendemain, ou peut-être 2 jours après, je me suis retrouvé en conférence de presse ici, dans le comté de Jean-Talon, avec les gens du comté de Jean-Talon et M. Bourassa, pour annoncer ma candidature. Après en avoir parlé, bien sûr, avec Marie longuement, parce qu'il y avait un petit élément important là. Marie a été chef de cabinet dans le gouvernement péquiste. Elle était avec M. le ministre Jean-Guy Rodrigue dans le temps. M. Bertrand en communication comme conseiller. Ensuite, elle a été chef de cabinet avec M. Rodrigue, qui était ministre des Richesses naturelles. Elle était encore dans cette situation-là. Alors, imaginez, moi, je me retrouve candidat libéral. Mon épouse venait de terminer sa situation de chef de cabinet dans un gouvernement péquiste. C'était le temps du beau risque du côté péquiste, c'était le beau risque là, je continuais avec M. Johnson, le sud de M. Lévesque. Alors, situation un peu sensible. Alors, je me retrouve en conférence de presse dans Jean-Talon avec des organisateurs politiques. Il y avait Mme Saillant, une femme remarquable, Henri Dutil, Boutchoul, des gens qui étaient là et qui m'accueillaient. Bon, alors ils m'accueillaient, mais ils étaient eux aussi très surpris. Je me souviens que je suis allé voir la présidente du comté de Jean-Talon, Mme Saillant, et je lui ai dit, bon, bonjour, j'ai beaucoup entendu parler de vous, et elle me dit, je voudrais bien dire la même chose de vous, monsieur. Elle n'avait pas beaucoup. J'arrivais dans Jean-Talon comme ça. Mais celui que vous remplaciez, à qui vous succédiez, Jean-Claude Rivet, comme on le connaît, est-ce qu'il a joué un rôle là-dedans? Jean-Claude a joué un rôle, je ne sais pas tout. Mais ce que je sais m'amène à croire que Jean-Claude a joué un rôle. Et Jean-Claude, ensuite, pendant mes 9 ans ou quelques en politique, a toujours été là. Et on a toujours pu discuter, j'ai pu avoir son avis, on a travaillé ensemble de très près. Et probablement que Jean-Claude, auprès de M. Bourassa, a joué un rôle important pour que je me retrouve dans ces postes-là. J'en conviens très bien. Merci, M. Rémillard. Ah oui.